Bonjour et bienvenue dans le Point Résistance écologique, le podcast qui parle d'écologie de manière simple et accessible pour aider chaque personne à agir à son échelle contre le changement climatique, l'écocide et la 6e extinction de masse. Je m'appelle Brice Schwartz et chaque semaine j'explore les solutions qui peuvent aider l'humanité à faire face à la plus grande crise de son histoire. Ici, pas d'écologie des petits gestes, d'idéologie ou de greenwashing. On aborde les problématiques qui font du 21e siècle le siècle des menaces et on met en lumière les réponses les plus réalistes. Trop souvent, l'écologie est considérée à tort comme le problème des générations futures, quelque chose de compliqué qui ne dépend pas de nous. C'est maintenant que tout se joue, et nous avons toutes et tous un rôle à jouer. En avant. Est-ce que tout est vraiment foutu ? C'est une question que je me suis souvent posée, et que je me pose encore très régulièrement. Toi aussi peut-être. Souvent, c'est lorsqu'on commence à se plonger dans les menaces évoquées dans l'épisode précédent que l'on y réfléchit. Mais la réponse à une question aussi complexe, déterminante et subjective n'est évidemment pas simple. Sinon, tu te doutes bien que cet épisode des podcasts et tous les questionnements autour n'auraient pas lieu d'être. Alors entre la fin du monde est proche et nous ne risquons rien de grave, la vérité est plutôt difficile à établir. D'ailleurs, il n'y a pas de vérité en soi. Les plus grands experts du climat, comme le GIEC, le Haut Conseil pour le climat, le CNRS, la NASA, les collapsologues ou encore Jean-Marc Jancovici ne partagent pas les mêmes perspectives sur le sujet. Une chose est certaine cependant, le changement climatique est la plus grande menace aujourd'hui pour le vivant. C'est l'une des variables les plus influentes dans les menaces qui nous guettent, comme l'effondrement ou l'extinction de masse. Alors, est-ce que tout est vraiment foutu ? Il est certain que nous allons devoir changer drastiquement nos modes de vie, de force ou de gré. De gré, cela va être compliqué car nous, occidentaux, devons diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre pour passer en moyenne de 12 à 2 tonnes équivalent CO2 par an. C'est la seule option pour limiter l'augmentation des températures à plus 2 degrés d'ici la fin du siècle. Bien conscient que c'est pratiquement impossible, dans l'état actuel des choses, les experts tablent plutôt sur une augmentation de 3, 4, voire 5 degrés en moyenne d'ici 2100. Juste pour vous donner une idée, à chaque demi-degré supplémentaire, ce sont des écosystèmes entiers qui sont ravagés, des millions d'espèces qui perdent leurs repères, des canicules plus fortes, des sécheresses plus longues et une accélération de ces phénomènes par le biais des boucles de rétroaction positive. Par exemple, plus la température augmente, plus le permafrost ou pergélisol et la banquise fondent rapidement. Par leur couleur et leur nature, ces surfaces réverbèrent les rayons du soleil, donc à mesure qu'elles disparaissent, la chaleur sur Terre augmente. C'est un cercle vicieux. Des boucles de rétroaction positives comme celle-ci, tout aussi inquiétantes, il y en a beaucoup. C'est pourquoi chaque jour compte dans la lutte contre le changement climatique. Si l'on souhaite ralentir l'extinction de masse en cours et atténuer les risques d'effondrement de notre civilisation et de notre espèce, il faut agir maintenant. Et ça veut dire quoi du coup d'être obligé de changer nos modes de vie de force à défaut de l'avoir fait de gré assez tôt ? C'est simple, lorsque les ressources d'hydrocarbures seront épuisées, que les conséquences du changement climatique auront créé des conflits sans précédent, que l'air pollué tuera autant que notre air aujourd'hui nous permet de vivre, que de nouvelles pandémies pires que le Covid-19 frapperont tous les 5 ans, la population diminuera naturellement. Notre consommation d'énergie chutera également, et la société retrouvera la structure qu'elle avait il y a plusieurs siècles, des petites communautés où tout se passe localement. Bref, t'as compris le mécanisme, soit on change, soit les conséquences de notre inaction nous forceront à changer. Pour revenir sur la question de base, bien que tout n'est pas foutu selon l'image que l'on se fait parfois d'une fin du monde façon calendrier Maya, 2012 ou Blockbuster, les menaces du 21e siècle sont plus pernicieuses et aucun effondrement ne se fait en une semaine. C'est un phénomène lent et douloureux qui peut prendre plusieurs siècles. C'est en tout cas ainsi que cela s'est déroulé pour les plus grandes civilisations humaines qui nous ont précédés. Je parle par exemple des Mayas, des Aztèques, des Romains ou du peuple de l'île de Pâques. Et encore, on parle là d'effondrements systémiques locaux et non mondiaux. Ce sont ces exemples qui sont utilisés dans le livre Effondrement de Jared Diamond. Ce qui est foutu d'avance par contre, c'est la survie des espèces déjà menacées, l'intégrité des grands glaciers ou la stabilité géopolitique à court et moyen terme. Beaucoup d'acquis sont aussi en péril, nos ressources qui s'épuisent comme l'eau douce, le pétrole ou les métaux rares nécessaires pour produire des batteries électriques, notre confort matériel et de vie en général, et même la paix sont aussi menacées. Car oui, le changement climatique devrait causer un afflux de millions de réfugiés climatiques, une montée de l'extrême droite au pouvoir et un renfermement sur soi de la part de chaque famille, chaque pays et chaque communauté. Mais surtout, il faut garder à l'esprit que tout n'est pas foutu, car premièrement, c'est vrai, et deuxièmement, c'est nécessaire pour rester motivé face aux défis qui s'annoncent. Pour agir, il faut croire qu'un avenir meilleur est possible. Sinon, quel intérêt ? L'espoir fait vivre, mais il est surtout le premier moteur de l'action. En revanche, tout est foutu si nous ne faisons rien, et que tout le monde continue de vivre sa vie comme avant. Tout est foutu si chacun se concentre sur son job, son confort matériel, son argent et ses loisirs.
Il n'y a plus d'autre choix que de s'ouvrir au monde, de se connecter au réel et de contribuer à la lutte en cours. Tout est foutu si on poursuit la logique capitaliste dans ses dérives actuelles, dans l'extractivisme maladif et dans la recherche du profit au détriment de tout le reste, les limites naturelles du monde et la règle verte. C'est-à-dire ne pas prendre à la nature plus qu'elle ne peut produire. Mais j'ai une bonne nouvelle, quand je vois tout ce qui se passe en ce moment, je suis presque optimiste. Presque parce qu'on est quand même bien dans la merde, mais optimiste parce que ça commence vraiment à bouger. L'accord de Paris sur le climat, le soutien médiatique envers Greta Thunberg, les engagements des États à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, comme la France ou récemment la Chine, le Japon et même la Corée du Sud, sont des signes très positifs. Pour rappel, la neutralité carbone, c'est l'équilibre à atteindre entre les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine et leur retrait de l'atmosphère. L'objectif, c'est donc un net zéro. Autre source de réconfort, la multiplication des collectifs et initiatives d'action climatique comme On est prêt, la Ronce, Extinction Rébellion ou encore l'affaire du siècle. Les ressources sur le sujet écologique se multiplient, c'est d'ailleurs pour ça que je lance ce podcast, et le basculement de beaucoup d'entreprises vers des impacts sociétaux et environnementaux positifs me donne espoir. Partout, des jeunes comme des moins jeunes, des miséreux comme les milliardaires, des stars et des anonymes se lancent dans le combat pour la justice climatique. Bien sûr, rien n'est gagné, mais tout se joue maintenant. Il nous reste une dizaine d'années, grand maximum, pour réellement changer radicalement nos modes de travail, de consommation, notamment énergétique, de transport, d'alimentation et globalement de vie. En l'absence d'une vraie transition d'ici 2030, là, on pourra dire que tout est foutu. Mais aujourd'hui, en 2020, ce n'est pas le cas. Pour élargir un peu ce sujet, intéressons-nous aux experts qui en parlent et à leur prise de position. Si on écoute Pablo Servigne, Yves Cochet ou Vincent Miniero, le constat est pire qu'alarmiste, il est même défaitiste. Leurs opinions pro-effondrement en font des cibles faciles pour les personnes peu sensibilisées à l'urgence écologique, comme les médias traditionnels et arriérés que sont CNews, BFM, Le Figaro ou Les Échos. Pourtant, leurs arguments sont étonnamment convaincants, et écouter une conférence de 2 heures de l'un d'entre eux fait toujours très mal, à l'ego, à l'espoir et à nos convictions. De là à les faire passer pour de sombres survivalistes, il n'y a qu'un pas. Mais il faut retenir que ces collapsologues, ces experts qui croient en la théorie de l'effondrement et qui la défendent comme quelque chose de très probable, rappellent régulièrement qu'ils partent du postulat que rien ne va vraiment changer dans le comportement des humains et que notre société va continuer sa course folle. Or, rien n'est joué à l'heure actuelle. On sait qu'on fonce dans le mur à 100 à l'heure, mais le peuple commence à ouvrir les yeux. Il ne manque plus qu'un déclic pour qu'il se jette sur la pédale de frein. Pour le moment, on commence à peine à relâcher l'accélérateur, et c'est déjà bon signe. En revanche, en s'intéressant à Jean-Marc Jancovici, Camille Etienne, Vincent Verza de Partager c'est sympa, aux journalistes du podcast 20 minutes avant la fin du monde, ou encore à Jean Jouzel de Time for the Planet, un économiste qui en tout cas a rejoint cette initiative, on comprend qu'un autre avenir est possible, un avenir où nos enfants pourraient être heureux. Et cet avenir, il est à portée de main. Alors attention, il n'affirme pas que tout va bien se passer et que nous pouvons poursuivre à l'identique l'aventure humaine, comme si de rien n'était. Bien au contraire, ils insistent sur tout ce qu'il faut entreprendre maintenant, pour que demain soit désirable. Ils ne sont pas avares en solution, et aujourd'hui, grâce à eux, s'engager au niveau personnel ou collectif est un jeu d'enfant, du moment que l'on s'en donne les moyens. Alors la prochaine fois que tu entendras ou que tu te diras « de toute façon, tout est foutu, ça sert à rien de faire quelque chose, autant profiter du temps qu'il nous reste », tu sauras désormais quoi répondre. Le fatalisme, le nihilisme et le pessimisme infondé sont les plus grands obstacles à l'écologie. Il faut inventer un nouveau récit qui rendra l'écologie attractive. Ça a déjà commencé, mais il faut intensifier l'effort. Pour conclure, ce qu'il faut retenir, c'est que la réponse à la question « est-ce que tout est vraiment foutu ?» ne dépend que de nous, toi, moi et tous les autres. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce sujet t'a touché et que tu aimerais sans doute en savoir plus. Alors je te donne rendez-vous dans les notes de ce podcast pour aller découvrir des ressources qui vont te plaire. Pour soutenir ce projet, le plus simple, c'est de me laisser une note et un avis sur ta plateforme de podcast préférée et d'en parler autour de toi. C'était le point résistance écologique. Je te donne rendez-vous dans le prochain épisode pour avancer ensemble dans la lutte.